Alors, sans plus attendre, on va partir sur, le plan pour vous dire que le webinaire va se dérouler en 2 parties. Une partie pour la présentation de la classification, à l'issue de laquelle, en fait, on aura un échange, avec vous, via le chat et puis une 2e partie sur l'expérimentation proprement dite. Je vais essayer de rattraper, le temps sans aller trop vite. Alors, la classification, il faut savoir qu'après, plusieurs, versions, testées, je vais vous présenter la version, actuelle, qui est susceptible d'évoluer, mais qui est, la version, aujourd'hui suite aux travaux, de l'ATIH, en collaboration avec les fédérations. Cette classification, elle, voulait absolument tenir compte de la complexité des prises en charge, de l'HAD, des séjours HAD et donc comme vous allez voir, on propose un groupage au séjour tout en tenant compte de la complexité des séjours par un groupage intermédiaire à la séquence. Ça, j'y reviendrai régulièrement sur ce principe-là. Les variables qui vont être utiles au groupage, donc il y a les modes de prise en charge, principaux et associés, enfin principal et associé, les diagnostics correspondant au mode de prise en charge principal associé, le diagnostic principal, les diagnostics associés, ICA, vécu physique et vécu cognitif, l'âge, la durée de séquence va avoir, une importance, certains axes ICAM actuellement et pour information, la nature de séjour n'est actuellement pas utilisée dans, la version actuelle de la classification. Elle a été testée dans des versions ultérieures, mais on ne l'a pas dans la version présentée aujourd'hui. Alors, les grands principes de la classification et comment on va nommer les groupes, de classement, de classification. Alors comme je vous l'ai dit, on a on va faire un groupage au séjour tout en tenant compte des séquences. Donc ce qu'on va faire au tout départ, c'est déterminer le groupe principal de chacune des séquences. Groupe principal qu'on appellera tout au long de de ce webinaire GP et même au-delà. Une fois qu'on a, déterminé pour chacune des séquences un groupe principal, on déterminera le groupe principal du séjour qu'on appellera également GP. Ensuite, on pourra déterminer s'il y a lieu le ou les groupes secondaires du séjour et cela nous permettra de donner un niveau de sévérité au séjour. À ce moment-là, on appellera le groupe principal, avec la sévérité, le GPS. Et enfin, on affectera la lourdeur au séjour, nous permettant de nommer un nouveau groupe GPSL. Voilà. Alors, je vais résumer tout de suite par un schéma qui récapitule toutes ces informations. C'est un schéma que on verra tout au long du webinaire. Voilà. Donc, en bleu, vous avez le séjour avec ses là, 5 séquences de durée différentes. On va donc réaliser un groupage intermédiaire par séquence qui nous donnera un groupe principal pour chaque séquence. Cela nous donnera un seul groupe principal pour le séjour qu'on appellera GP. Ensuite, au niveau séquence, on déterminera les groupes secondaires qui nous permettra de déterminer le niveau de sévérité du séjour qu'on appellera le groupe GPS. Et enfin, on déterminera la lourdeur pour dans les séquences et ça nous permettra de déterminer le niveau de lourdeur du séjour. Et à ce moment-là, le groupe s'appelle GPSL. Alors, on a vu globalement, je vais rentrer un peu plus dans les détails et vous verrez au fur et à mesure de la présentation, on va aller de plus en plus dans le détail en reprenant toujours ce même schéma que je viens de faire. Alors, on va vous présenter là donc un séjour qui est pédagogique,
avec 4 séquences. Chacune d'elles est évidemment, clos et se succède au changement du MPP, du MPA ou de l'ICAP, hein. C'est les 2 principes, même si les noms sont toujours indiqués, de la même façon sur la diapo. Et puis, on a représenté de façon, différente, les durées de séquence par des tailles différentes, des cases colorées en bleu. On va donc maintenant utiliser pour, faire le groupage des séquences, les informations médicales qui sont mobilisées, donc toutes celles qu'on voit à l'écran et on commence. Alors, ici, je vous montre que, par exemple, pour la séquence numéro 1, on a mobilisé le DCMPP et le MPP, ce qui nous a permis de déterminer pour cette séquence numéro 1 le groupe principal 0403. Dans la séquence numéro 2, on a utilisé dans, la classification seulement, entre guillemets, «l'EDP» qui nous a permis de déterminer le groupe principal 0301 de cette séquence et ainsi de suite. Dans la séquence 3, on a le GP 0403 et dans la séquence N, la quatrième, on utilise l'EDP et la durée qui vont nous donner un GP 002. Donc, comme je l'ai dit, on groupe chaque séquence, comme on le voit ici. On va maintenant déterminer le groupe principal du séjour et pour ce faire, il y a une règle très simple. Le GP qui va être retenu, celui du séjour, est celui dont le nombre de journées de la ou des séquences groupées est le plus grand. Donc ici, vous voyez que la séquence numéro 1, la séquence numéro 3 ont le même groupe principal de séquence 0403. Quand on ajoute les durées de ces 2 séquences, la somme des journées est supérieure à la durée de la séquence 2 et également à la durée de la séquence N. Ainsi, le GP de notre séjour est le GP 0403 comme, celui des séquences 1 et 3. Première récap suite à cette démonstration, donc on a toujours notre séjour, on va faire un groupage intermédiaire à la séquence. Pour chaque séquence, on détermine un GP, comme on vient de le faire, comme je viens de vous le montrer. Et ensuite, donc là, on peut avoir 1 à X GP en fonction de 1 à X séquences. Puis, on va avoir le groupage du séjour et son nom, donc un seul groupe principal pour le séjour qu'on appellera GP. Après la détermination du groupe principal, vous avez vu tout à l'heure, on a dit qu'on allait déterminer la sévérité du séjour. Pour ce faire, on détermine d'abord des groupes secondaires. Alors, il y a 2 façons de faire pour déterminer, des groupes secondaires. La première façon de faire, c'est de convertir les groupes principaux des séquences que nous n'avons pas retenues à l'étape précédente. Donc ici, les groupes principaux de la séquence 2 et le groupe principal de la séquence N n'ont pas été retenus comme groupe principal du séjour. Donc, ces groupes principaux de séquence deviennent automatiquement un groupe secondaire pour le séjour. C'est ce qu'on a représenté en S rose. On a par ailleurs supprimé toutes les variables qui ont déjà été utilisées pour la détermination des groupes principaux de séquences. Donc, c'est pour ça que vous voyez sur la diapo les variables diagnostiques, MPP, etc., qui ont été notées en jaune, déjà utilisées, et barrées puisqu'elles ne vont pas être réutilisées. Pour moduler, le GS de la deuxième séquence qui est ici du GP, qui était lui-même issu de l'information DP, le DP, ben, il a donné ce groupe secondaire, donc il n'y a plus lieu de le remettre dans les informations non utilisées. Voilà, donc c'est la première façon de déterminer un groupe secondaire. Je prends les groupes principaux qui n'ont pas été retenus de mes séquences pour être le groupe principal du séjour, je les bascule en groupe secondaire. Une deuxième façon de déterminer un groupe secondaire, c'est d'utiliser toutes les variables qui n'ont pas encore été utilisées jusqu'à maintenant. Donc c'est ce qu'on note ici en couleur rose dans les séquences.
Donc, dans la séquence numéro 1, on va utiliser, le DCMPA, le MPA et des actes et ça va nous permettre de déterminer ici, 2 groupes secondaires. Dans la séquence numéro 2, on a déjà le groupe secondaire issu du GP de la séquence et grâce au DCMPP et au MPP, on a déterminé un autre groupe secondaire et ainsi de suite. Alors, comment on va déterminer la sévérité à partir de ces informations? Déjà, comme pour les autres champs, on a des exclusions entre le GP du séjour et les groupes secondaires. On a également des exclusions entre groupes secondaires. Et en fait, statistiquement, on a déterminé pour chaque groupe secondaire quel était leur niveau de sévérité. Ceux-ci peuvent être de 1, 2 et 3, donc 3 étant le groupe le plus sévère. Et donc, on va affecter au séjour le niveau de sévérité selon le principe que c'est le GS qui a le niveau maximum de sévérité qui va donner le niveau de sévérité du séjour. On récapitule. Donc, j'ai toujours un séjour avec les séquences. On fait un groupage intermédiaire à la séquence. On détermine le groupe principal de chacune de ces séquences pour déterminer le groupe principal du séjour. Puis, on détermine les groupes secondaires. Donc là, on peut en avoir 0, enfin au moins un du fait de la transformation d'un GP en GS s'il y a lieu. Jusqu'à plusieurs, autant d'informations médicales disponibles et tant que l'algorithme il trouve de l'information, il va créer des groupes secondaires. Et donc, à la fin, on détermine le niveau de sévérité du séjour. Je vais m'arrêter un petit temps sur une notion particulière qui est le MetaGP. Alors, le MetaGP, c'est une entité qui nous permet de repérer des activités, des combinaisons de modes de prise en charge qui sont assez fréquents en HAD et dont on pense que l'association est plus juste en MetaGP que l'une des prises en charge soit la sévérité de l'autre. Je m'explique. On a régulièrement en HAD des patients qui sont suivis pour soins palliatifs. Ils ont également des prises en charge de la douleur. C'est assez fréquent et donc il nous a apparu préférable d'avoir un MetaGP qui combine ces 2 informations pour donner un seul groupe qui est à la fois soins palliatifs et douleur, plutôt que de dire bah, la douleur, c'est la sévérité des soins palliatifs ou l'inverse. On a un deuxième MetaGP à l'heure actuelle de la classification qui est les surveillances de chimio et les chimiothérapies. Donc les alternances de prise en charge, patients qui sont en chimio, puis surveillance de post-chimio, puis de nouveau. Donc c'est une même entité. Voilà, donc ça c'était un cas particulier, mais en dehors de ce cas particulier, tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant est toujours vrai. Alors, on a déterminé le groupe principal, vous vous souvenez, par des groupages intermédiaires à la séquence. On a pu déterminer le groupe principal du séjour, donc en l'occurrence, on l'a nommé 0403 ici. On a ensuite déterminé, grâce au groupe secondaire, un niveau de sévérité pour le séjour. Maintenant, on va déterminer la lourdeur du séjour à partir des informations ICA, AVQ et FSE, les facteurs sociaux environnementaux. Et donc, on pourra déterminer la lourdeur. Alors, comment on fait ça? Les variables qui sont utilisées, ça va être l'AVQ physique, ça sera la valeur maximale du séjour. Pour les AVQ cognitifs, idem, la valeur maximale. L'ICA, la valeur minimale. Donc, les valeurs les plus péjoratives au sens état du patient. Les facteurs socio-environnementaux, on a 11 types. Il y a 10 regroupements de codes SIM10 de facteurs socio-environnementaux. Il suffit qu'il y ait un code d'un de ces regroupements pour que soit topé le facteur socio-environnementaux dans la classification. Et puis, on a aussi le mode de prise en charge 25, des prises en charge psychosociales.
Donc, dès lors qu'il aura été codé dans le séjour, il peut apporter une lourdeur lors de la classification. Pour les niveaux de lourdeur, on a 2 niveaux, A et B. B étant, une lourdeur supérieure au niveau A. Je récapitule. Je vais aller un petit peu plus vite. Donc là, on a notre séjour avec nos séquences. On groupe chaque séquence, ce qui nous permet d'avoir un groupe principal par séquence. Ensuite, on détermine le groupe principal du séjour. À partir des informations médicales restantes, toujours disponibles, on détermine des groupes secondaires par séquence, ce qui va nous permettre de déterminer un niveau de sévérité du séjour. Puis, à partir des informations ICA, AVQ et facteurs socio-environnementaux, on va déterminer la lourdeur pour donner le niveau de lourdeur du séjour. Alors, comme tout à l'heure pour les méta-GP, là, je vais faire une petite aparté pour donner un nouveau concept. On a vu que pour chaque séquence, on déterminait des groupes principaux, un groupe principal de séquences, etc. Actuellement, dans la classification telle qu'elle est, on a 99 groupes principaux disponibles et 2 méta-GP. Pour simplifier la description de nos séjours et de l'activité en HAD, on a choisi de regrouper ces groupes principaux dans des blocs qu'on appelle des blocs de GP. Et ces blocs, en fait, ont une valeur purement descriptive pour voilà, regrouper des informations et éviter les détails qui perdent tout le monde. Alors, vous reconnaîtrez aussi bien des blocs qui ressemblent à des modes de prise en charge, comme le bloc enfance ou le bloc antépartum. Et puis, il y a également des blocs qui sont plus tournés vers des affections ou des prises en charge, comme par exemple les soins palliatifs ou les affections neurologiques. Voilà, c'est une façon de regrouper les GP. Il faut savoir que ces blocs peuvent contenir actuellement de 2 à plus, un peu moins d'une dizaine de groupes principaux. On a également une nomenclature pour tous ces groupes. Donc vous avez vu, on avait dit, GP, GPS, GPSL. En fait, le groupage en HAD donne un groupe, un code qui est sur 6 caractères. On a d'abord, 4 caractères, donc ici XX, YY qui représentent le groupe principal du séjour, avec en XX l'identifiant du bloc dont je viens de vous parler. Donc, si on est dans le bloc enfance, on va avoir les 2 premiers caractères 0 ou 1. Ça nous permettra de tout de suite identifier les informations comme on le fait dans les autres champs. Les 2 autres caractères, le 3e et le 4e caractère, donc ce sont un numéro d'ordre. Donc, si on a le groupe 0101, ça veut dire qu'on est dans le bloc 01 et on est le premier groupe du bloc 01. Ensuite, on va avoir un 5e caractère, donc qui est le niveau de sévérité, donc qui peut aller de 1 à 3. Et enfin, le niveau de lourdeur qui est représenté par une lettre A ou B. Je vous présente un autre schéma de groupage de l'HAD. C'est vraiment pour, à titre pédagogique, être sûr qu'en fonction de chacun, tout le monde s'y retrouve. Donc là, on a un séjour avec une séquence ou plusieurs. Toujours est-il que dans la séquence, on va prendre les diagnostics, les MPP, etc., la durée. Ça va nous permettre de déterminer une séquence un GP de la séquence. Si on a plusieurs séquences, on aura plusieurs GP de séquence. Ensuite, on détermine le groupe principal, puis le niveau de sévérité et enfin le niveau de lourdeur. Donc là, je récapitule encore une fois. Donc, on fait un groupage intermédiaire à la séquence pour tenir compte de la complexité des séjours HAD,
qui nous permettent de déterminer le groupe principal du séjour, des groupes secondaires à la séquence qui nous permettent de déterminer un niveau de sévérité au séjour et des lourdeurs dans chaque séquence qui nous permettent de déterminer la lourdeur du séjour. Voilà, là j'ai fini la partie, théorique, pédagogique on va dire, hein, parce que c'est pas théorique, hein, c'est vraiment ce qu'on fait, dans la classification. Maintenant, en fait, je vais illustrer avec un cas pratique. Alors, ce cas pratique est un cas, on va dire simple, puisque c'est un séjour de, très long, 111 jours, mais c'est un séjour monoséquence. Donc le GP de cette séquence sera automatiquement le GP du séjour. Donc ici, on a un homme de 55 ans qui est paraplégique suite à la fracture d'une vertèbre dorsale à la suite d'un accident de travail. En HAD, il a une prise en charge de nursing, d'ESCAR et la rééducation au transfert. Alors, il a été codé. Alors, il y a le NS qui n'est pas utilisé, comme je vous l'ai dit au tout début. Un DP de paraplégie complète motrice, un mode de prise en charge principal 14 de soins de nursing long pour ulcère de décubitus, une vessie neuro, et puis des douleurs neuropathiques. Et en MPA, on a rééducation orthopédique pour la vessie neuro et une fracture fermée de vertèbre dorsale. La question du codage n'a pas lieu ici, hein. On a résumé très, très succinctement le cas clinique, donc c'est pas l'objet. L'objet, c'est de voir avec ce codage comment va être groupé le séjour. Ce patient a un ICA à 40, des AVQ physiques à 3, 3, 1 et 2, AVQ cognitif 2 et 1. Alors allons-y, on va déterminer le groupe principal de cette séquence et donc du séjour. Et en fait, dans le passage dans la classification, les informations paraplégie et soins de nursing long vont permettre d'identifier le groupe principal 12-02, donc 12 pour neurologie et 02 c'est le deuxième groupe, des affections déficitaires techniques, le T signifiant technique. Je m'arrête 2 secondes là. En fait, dans ce bloc neuro, le fait qu'on ait un libellé avec technique signifie qu'on a un libellé un peu plus loin dans la classification non technique entre guillemets, on aura juste affection déficitaire. Donc, on poursuit. L'EDP et le MPP, puisqu'on les a déjà utilisés, ils ne sont plus disponibles pour la suite du groupage et de l'algorithme de classification. On va pouvoir déterminer les sévérités. Pour ce faire, on va déterminer des groupes secondaires. Donc là, pour le coup, on a un premier groupe secondaire, le 0801 de rééducation orthotraumato, qui utilise le MPA de rééducation orthopédique et la fracture fermée d'une vertèbre dorsale. Donc je les supprime. Ça nous permet d'avoir un deuxième groupe secondaire qui est les soins cutanés autres, qui est fait à partir du DCMPP ESCAR stade 2. Un troisième groupe secondaire, prise en charge de la douleur autre pathologie, à partir de douleurs neuropathiques. Et enfin, si je ne me trompe pas, oui c'est ça, on a un dernier groupe secondaire, des affections génito-urinaires autres, qui a été déterminé à partir du code de vessie neurologique. Comme je vous l'ai dit plus haut, chaque groupe secondaire a un niveau de sévérité qui a été statistiquement déterminé. Donc là, pour le coup, la rééducation orthotraumato est en niveau 3, les soins cutanés autres en 1, la prise en charge de la douleur haute patho en 2, affection génito-urinaire autre en 1. Et donc, le groupage de notre séjour, son niveau de sévérité va être de 3. Il nous reste à déterminer la lourdeur. Donc pour ce faire, on va utiliser l'ICA, les AVQ. Ici, dans le codage, on n'a pas de diagnostic de facteurs sociaux environnementaux. On n'a pas non plus le MP25.
donc ils sont pas représentés, mais ils auraient été là, on les aurait utilisés. Donc l'IK 40, les AVQ physiques à 9, cognitifs à 3, dans ce groupe, ont un niveau de lourdeur de A, ce qui fait que le séjour a un niveau de lourdeur de A. Ainsi, le groupe GPSL de ce séjour est le 12023A. 1202, c'est le groupe principal, constitué du 12, le bloc neuro, 02, c'est le deuxième groupe du bloc neuro, du niveau de sévérité 3 et du niveau de lourdeur A. Voilà, j'en ai fini avec cette première partie, vous expliquant les grands principes de la classification. Je vous propose de passer aux questions-réponses s'il y en a. Oui, mais merci Caroline, il y en a quelques-unes. Alors peut-être pas sans les prendre dans l'ordre. Donc là, il y a une question sur l'algorithme, hein. Est-il public ou privé? Donc ça déjà, on peut vous répondre que effectivement, enfin, comme toute classification, hein, elle est commune aux établissements publics et privés, hein, comme en SSR et en MCO. Donc la réponse est les deux, mon capitaine. Il y a une question sur le choix des CMPP-DP. Si je lis la question dans l'algorithme, pouvez-vous nous préciser comment sont déterminés les choix de DCMPP pour la séquence 1 et le DP pour la séquence 2, alors qu'il est nécessaire de rentrer un DP dès la séquence 1? Alors, en fait, on va le voir de façon plus approfondie après. Euh, pour dire qu'en fonction des blocs, en fonction des JP, on ne va pas utiliser les mêmes informations dans l'arbre, mais toujours est-il que dans l'arbre, on va avoir une première question qui va dire est-ce que le séjour a telle information, un MPP ou des CMPP? Si oui, alors il va dans tel groupe principal, sinon il passe à la seconde. Et il arrive que il y ait dans cette classification, dans la question dans l'arbre, soit posée une association des CMPP et MP, et parfois, plutôt assez bas dans l'arbre, il ne tient plus compte que, entre guillemets, des diagnostics. Mais on le verra plus précisément après. Je sais pas, Vincent, tu veux compléter peut-être ou, Ouais, c'est juste pour... Non, mais c'est ce que tu as dit. Et Oui, selon le contexte, on peut avoir utilisé le DP ou le DCMPP parce que en fonction de ce qui est dans le DP ou le DCMPP, on suppose que l'un est plus important que l'autre. Et voilà, on peut supposer que parfois un DCMPP, par exemple lourd, doit avoir la priorité sur un DP entre guillemets léger. Et donc l'algorithme qui fait lui-même le choix au stade d'aujourd'hui de quelle information prioriser en fonction de ce qui a été codé dans ces deux positions-là. Merci. Oui, pardon, les questions, je poursuis les questions. Oui, est-ce que l'algorithme est publié? Non, pas encore, hein. On est encore là, à ce stade dans une démarche là, de travail et d'expérimentation. Donc, il n'y a pas de publication, il n'y a pas de mise à disposition, hein, de l'algorithme aujourd'hui. Pardon, oui, c'était ça la question tout à l'heure. Et une question sur les séjours. Quid des séjours non terminés? Effectivement, l'algorithme, enfin, la classification a vocation à grouper des séjours terminés. La question qui est effectivement sous-jacente à travers le séjour non terminé, c'est plutôt une question de financement, hein. C'est ce que je pense on peut comprendre dans cette question-là. On peut imaginer que bon, c'est une réflexion qu'on aura une fois que le modèle de financement et que le financement de cette partie, justement, activité sur la base de la classification, quand ce travail sera mené par la DGOS, hein, avec l'ensemble évidemment des parties prenantes et des fédérations, il faudra réfléchir à cette question-là. On imagine bien que des séjours très longs devront trouver, du point de vue du financement, voilà, en tout cas une solution au moins enfin, transitoire. En tout cas, sur la partie classificatoire, voilà, on groupe des séjours clos, des séjours finis. Si je peux, excuse-moi, Poésie. si je peux juste Oui, rajouter, du coup, bien pour sûr. l'expérimentation, par contre, on n'a pas de problème à grouper un séjour même non terminé. Il sera groupé en fonction des informations qui ont été codées à l'instant T, enfin au moment où on groupe. Et par contre, ouais, ce qu'il faut comprendre, c'est que grouper un séjour en cours de route ou à la fin, il peut y avoir un delta entre les deux en fonction des informations qui auront été rentrées ensuite. Mais voilà,
on groupera quand même tous les séjours qu'on a à l'instant T dans la base pour l'expérimentation. Voilà. On a une question donc sur la mise à disposition de cette présentation donc dans la semaine. J'allais dire si on rencontre pas d'autres difficultés techniques, on va croiser les doigts et se dire que ça va aller. Voilà, cette présentation a vocation à être diffusée rapidement. Oui, il y a une autre question. Oui, alors oui, il y avait une question effectivement sur les séjours terminés. Donc oui, on l'a dit, hein, dans la phase expérimentatoire, d'expérimentation, on pourra grouper, voilà, à l'instant T, qui préjuge en rien du groupage final quand le séjour sera terminé. Attendez, excusez-moi, il y a plein de questions en même temps. Comment va s'articuler la tarification avec le codage? Désormais, on est à la séquence et que ces séquences sont longues, voire très longues. Oui, ben on retombe sur oui, la question de la tarification et la valorisation des séjours. Bon, voilà, ça c'est effectivement une question importante sur laquelle on se penchera quand le modèle avancera sur cette partie-là. Tac, tac, tac. Comment est déterminé le GP des séjours terminés? Réévaluation à chaque envoi des données. Oui, Oui. là aussi, oui, effectivement, à chaque fois que effectivement l'algorithme tournera, effectivement, le séjour sera à nouveau analysé avec les informations qui ont changé ou pas, évidemment. Voilà. Est-ce que cette classification augmente la PVE? C'est très difficile de comparer parce qu'en fait, l'ancien modèle était plutôt un modèle qui cherchait à expliquer le coût de journée. La classification, elle est au séjour. Du coup, enfin, voilà, c'est très dur d'avoir un comparatif. Si on fait un comparatif de PVE justement sur les coûts de séjour ou les durées de séjour, effectivement, elle est largement au-dessus de l'autre, enfin de l'actuel, du modèle qui est aujourd'hui. Mais le modèle d'aujourd'hui, c'est même pas vraiment une classification. Donc voilà, pour moi, c'est la comparabilité est quand même compliquée entre les deux façons de grouper. Si je comprends bien, il va vraiment falloir tout coder comme dans l'exemple. Voilà. Merci. Alors, je ne sais pas si le merci, Et c'est un ça- merci de réponse ou merci de devoir tout coder davantage. Je ne sais pas. Enfin, vas-y, réponds. alors, c'est ce qu'on va voir avec Après. les principes de l'expérimentation, effectivement, l'importance du codage. Mm. Oui. Si le suivi social 25 est codé en documentaire, sera-t-il pris en compte? Oui. Actuellement, En pardon, documentaire, non, non. vas-y, je En te laisse. documentaire. Non, non, pardon, excuse-moi. Non, en documentaire, non. Mm, Pas pour l'instant. Non, Il est pris en compte en associé, ou, enfin voilà, mais pas en documentaire. C'est une question ouverte encore. euh, Enfin, je veux dire, ça oui, c'est une pourrait. question ouverte. Ah, On va ah, le voir avec oui. l'expérimentation, ça répondra plus précisément. Mm. Oui, il y a une question sur la PVE. Excusez-moi, on a utilisé un acronyme qui était présent dans le chat pour PVE, représenter. alors oui, c'est la part de variance expliquée, hein, c'est l'acronyme de PVE. C'est une mesure statistique, en gros, d'homogénéité des groupes, donc vis-à-vis du coût ou de la durée, enfin, de la variable qu'on veut, en général, c'est le coût qui nous intéresse. Voilà, ça nous permet de mesurer si, au sein de chaque groupe, on a la distribution de coûts qui est pas trop étalée. Et est-ce qu'elle est suffisamment différente d'un groupe à l'autre? C'est une mesure statistique, on l'appelle le R2, toi, si vous faites des modèles plus généraux. Ensuite, concernant après toujours des questions de choix, qu'en est-il pour le choix entre MPP et DP, vu que le DP fait partie du MPP, partie entre guillemets. J'ai peur de pas. Euh, j'ai pas Ouais. compris la question, Raphaël. Ah, peut-être. Après, ce que je propose, Oui, c'est que, peut-être. comme ça te laisse aussi le temps Oui, de revoir les de questions. regarder. Je vais passer sur la partie expérimentation et de toute façon, à la fin, on a encore un temps questions-réponses. Donc, même si ce sont des questions sur la classification, évidemment on y répondra. Ça vous convient? Ouais. Allez, on continue. Donc, sur l'expérimentation, vous allez voir, ça va répondre à quelques interrogations qui sont arrivées là. Alors, on va voir les objectifs, les principes, etc. Puis on en arrivera aux questions. Alors, l'expérimentation, l'objectif,
c'est que chacun au sein des équipes HAD s'approprie les principes de cette classification. Donc déjà, c'est le premier objectif. Le deuxième, ça va être d'améliorer le recueil du PMSI pour que le groupage soit le reflet le plus juste des activités en HAD. Donc pour répondre à la question de tout à l'heure, est-ce qu'il va falloir coder aussi bien ou autant que l'exemple donné, j'ai envie de dire possiblement. Pour décrire votre patient, il sera très intéressant de le décrire le mieux que vous pouvez pour que ça soit pris en compte dans la classification. L'expérimentation a également pour objectif de vous donner la possibilité de suggérer des ajustements à cette classification. Aujourd'hui, je vous présente le modèle d'aujourd'hui qui a évolué depuis le démarrage des travaux. Mais rien n'interdit des suggestions et des modifications. Qui me fait revenir sur la question sur le mode de prise en charge documentaire. Actuellement, ils sont très très peu recueillis dans les bases. Donc, ça peut être une idée de les recueillir et peut-être à voir si on peut en faire quelque chose dans l'algorithme. Les principes de l'expérimentation. Alors ça, c'est depuis le début. L'idée, c'était que pour le terrain, pour les équipes HAD, pour les DIM, il n'y ait pas de nouveau ni double recueil et qu'il n'y ait pas d'impact sur la valorisation. Ça veut dire que il n'y aura aucune recommandation vous disant de changer les séquences ou de mettre tel mode de prise en charge en premier et l'autre en deuxième. Vous continuez à recueillir tel que vous le faites et la classification va donner le groupage. Et si elle n'est pas idéale tout le temps, eh bien, on aura des échanges pour suggérer des ajustements et l'améliorer. L'accompagnement de l'expérimentation, en fait, de principe, il y a le guide méthodologique HAD qui vient de paraître sur le site de 2023. Donc ça, c'est la base de recueil. Un document va dans le mois qui vient va être publié sur le site de l'ATH reprenant des informations bien plus détaillées que le webinaire d'aujourd'hui, mais sur des recommandations de codage. Et puis enfin, on a mis en place un fil Agora spécifique pour l'HAD expérimentation de la classification. Donc vous le trouverez dans le lien Agora, dans information médicale, HAD, et c'est le premier qui arrive, expérimentation, classification. Donc ici, je vous encourage à faire part de questions, de suggestions, de difficultés, et même à la rigueur si pour le prochain, on va prévoir un prochain webinaire, s'il y a d'autres sujets ou des choses à approfondir, ça peut être un lien entre nous pour communiquer. Pour en savoir plus, puisque aujourd'hui, en fait, le webinaire, il va être mis à disposition sur le site de l'ATH, mais il se veut assez épuré. Si vous voulez des informations beaucoup plus détaillées, vous pouvez avoir accès au compte-rendu des comités techniques. Celui de mars a été publié très récemment. Et puis, incessamment sous peu, il y aura le diaporama qu'a présenté Vincent Pisetta et Raphaël Simon aux Journées du Grand Sud de jeudi dernier et qui seront à disposition et qui sont plus denses en stats. Alors, on va en venir aux recommandations pour l'expérimentation. Donc, je rappelle qu'en fait, le guide méthodologique est la référence, que les définitions qui sont dans ce guide sont réaffirmées, que la position des diagnostics correspondant au mode de prise en charge sont vraiment réaffirmées. C'est-à-dire que il est fortement recommandé que tous les diagnostics en lien avec le MPP soient en position de DCMPP et de la même façon que tous les diagnostics en lien avec le MPA soient en position de DCMPA. Pardon. Vous verrez que, et on l'a déjà un petit peu vu, mais les entités mode de prise en charge
et diagnostic correspondant au mode de prise en charge ont une importance dans la classification. Donc, certains utilisent les diagnostics associés, peut-être, s'il est possible de les faire remonter s'il y a lieu en position de DCMPP ou DCMPA. Ça vaut la peine dans cette classification. Une précision et une opportunité. Donc une précision, un même code SIM10 pourrait être utilisé plusieurs fois, en fonction de différentes positions des diagnostics dans, le recueil, HAD. S'il y a lieu, alors, il vaut mieux préciser l'information. Elle ne sera pas redondante, mais le fait qu'elle soit à différentes positions pourra nous faire évoluer, la classification. Donc ce n'est pas une, redondance d'information, mais plutôt une précision. De la même façon, et ça rejoint, la question sur, les modes de prise en charge documentaire, l'idée c'est d'amener à faire une amélioration, du codage pour que, la classification soit vraiment le reflet des prises en charge, qui sont en HAD. Donc, améliorer le recueil, des diagnostics, des actes et également effectivement des modes de prise en charge documentaire. On sait que, la fonction groupage actuelle, on va dire la fonction de valorisation, interdit certaines associations de MPP, MPA. Si il y a lieu, parce que vous avez pris en charge le patient d'une certaine façon et que le MP peut être enregistré en position de MPD, faites-le. Ça vaut la peine de nous faire remonter cette information. Donc, plutôt que, un obstacle, les recommandations vont être, et la classification vont être une opportunité pour, pardon, pas la classification, le recueil vont être une opportunité pour, améliorer la classification si c'est possible. Alors, vous vous souvenez, je vous ai parlé des blocs tout à l'heure. Donc là, on va avoir des recommandations par bloc, mais plutôt que de faire une recommandation bloc par bloc, comme ici, donc on a 14 blocs, je vais résumer les informations utiles au groupage en groupes principaux dans les blocs. Alors, il y a un bloc, le bloc enfance, pour lequel en fait l'âge du patient va être pris en compte. C'est-à-dire que dès lors que le patient est âgé de moins de 3 ans, le GP des séquences, de chacune des séquences, va être automatiquement un GP du bloc enfance. Ensuite, pour déterminer lequel de ces GP à l'intérieur du bloc enfance, il y aura des combinaisons de modes de prise en charge et de diagnostic. Et les diagnostics, quand je dis ce mot-là, en fait, c'est des listes de diagnostics comme on a l'habitude de les voir dans les autres champs. Donc pour ce bloc, c'est l'âge qui va déterminer d'entrée que tous les enfants de moins de 3 ans auront un groupage GP dans ce bloc. Et puis après, il y a une affectation des GP en fonction des autres informations disponibles dans la séquence. On a un bloc qui va prendre en compte la durée de la séquence. Ce bloc, c'est le bloc 0,5 court. Dès lors qu'on a une séquence d'une durée inférieure ou égale à 2 et 3, enfin, oui, entre 2 et 3 jours, le GP de la séquence va automatiquement appartenir au bloc court et on affectera un GP en fonction du mode de prise en charge principal et des DCMPP. Plus ou moins d'actes qui nous permettra d'avoir des séjours tels que les transfusions, les chimiothérapies pour cancer ou hors cancer et les drainages d'épanchement, qu'ils soient pneumo ou digestifs. On a ensuite un autre type de blocs qui vont dépendre du codage, du mode de prise en charge et des diagnostics correspondants. C'est le bloc antépartum, postpartum et soins palliatifs. Je m'explique. Dès lors qu'il y aura une séquence avec un mode de prise en charge 19, automatiquement, cette séquence sera groupée dans le bloc antépartum. De la même façon, dès lors qu'une séquence aura un MP
qui soit en position principale ou associée 21, alors le bloc sera un bloc de postpartum pour cette séquence et pour les soins palliatifs de la même façon. Des petites subtilités pour l'antépartum, c'est préférable d'utiliser les codes SIM10 en haut plutôt qu'en P, puisque ceux-ci ne sont pas dans les listes des diagnostics permettant d'affecter au bon groupe principal du bloc antépartum. Donc, je vous encourage à utiliser les codes en haut. Et puis, on a remarqué qu'il était possible que des femmes enceintes soient prises en charge en HAD, mais pour d'autres problèmes, entre guillemets, que l'antépartum. Donc, si vous voulez signifier qu'une femme est enceinte, mais qu'il n'y a pas de prise en charge au sens définition du guide d'antépartum, alors on peut enregistrer le Z32.1 de grossesse en diagnostic associé. Et pour les soins palliatifs, le Z51.5 est redondant. On l'utilise, voilà. Le simple fait que le patient, dans sa séquence, ait un mode de prise en charge 0,4 suffit à grouper la séquence dans un bloc de soins palliatifs. On a des blocs pour lesquels le mode de prise en charge principal et un diagnostic correspondant au mode de prise en charge principal vont avoir leur importance pour grouper dans un GP du bloc. Donc, il s'agit du bloc douleur avec le MPP 07 et le bloc de rééducation orthopédique avec le MPP 11. Dans ces deux blocs, en fonction des diagnostics qui auront été enregistrés en DCMPP, on va avoir plusieurs groupes possibles de GP. On a un bloc qui va tenir compte à la fois du mode de prise en charge principal et d'actes CCAM, c'est le bloc de nutrition qui va tenir compte à la fois du MP0206 et des actes enregistrés en CCAM. Alors, ce que je vous dis là, même si j'ai pas fini, j'en ai encore des recommandations. Ces recommandations, elles sont très succinctes aujourd'hui. Elles se veulent vraiment pour vous dire que on utilise tout dans le recueil PMSI, mais le document des recommandations plus précis et avec le détail des informations est à paraître. On ne voulait pas vous submerger d'informations aujourd'hui. On a des blocs pour lesquels le codage des DCMPP vont être importants. Et puis, en fonction du mode de prise en charge principal, vont permettre de distinguer deux types de GP dans le bloc. Il en est ainsi pour le bloc cutané. Donc, des listes de diagnostic vont conduire à des GP de cutané. Et puis, si on a un MPP 09, 10 ou 14, alors on va distinguer deux types de prise en charge de ceux qui n'ont pas ces MPP, mais pour les mêmes diagnostics. De la même façon pour le bloc cancer, dès lors qu'on a un code cancer en DCMPP, on va être en bloc cancer. Mais si on a un mode de prise en charge en plus 13, 17 ou 24, on va être dans un GP de surveillance. Et si on a un MPP de chimiothérapie, on va être dans un groupe principal de chimiothérapie pour cancer. Pour le bloc neuro, de la même façon, on va avoir les diagnostics qui vont avoir leur importance et puis des modes de prise en charge principaux, le 01, 12 et 14, qui vont nous permettre d'identifier des prises en charge techniques. C'était l'exemple qu'on a eu tout à l'heure en cas illustratif. Enfin, on a des blocs, donc on en a 3, qui n'utilisent que, entre guillemets, à quelques exceptions près, que les diagnostics correspondant au mode de prise en charge principal. Ce sont le bloc infection. L'exception, c'est le MPP 08 pour le Covid, puisque ça fait partie des consignes qui ont été faites pendant la crise. Le bloc 13 orthotraumato et le bloc 14 des appareils organes et les insuffisances. Et donc là, l'exception, c'est pour les greffes. Le MPP 08 est attendu pour classer en GP de greffe d'organes tel que c'est défini dans le guide méthodologique. Voilà. Donc, tout ça, c'est pour vous dire qu'il y a plusieurs façons de chercher les informations et de passer l'arbre, comme on a dit tout à l'heure. Donc,
à chaque fois, on va avoir une question dans l'arbre. Est-ce qu'il a telle information DCMPP et MPP? Oui, non. Si oui, alors c'est un GP. Sinon, bah, je passe à la question suivante. Et donc, en fonction des GP et des blocs, les questions peuvent être un petit peu différentes. Je résume tout ça pour vous dire qu'il y a des situations où l'enregistrement du mode de prise en charge est indispensable, comme on a vu pour l'antépartum, le postpartum. Il y a des associations qui sont nécessaires pour distinguer des GP, donc des associations pardon, de mode de prise en charge principale et des CMPP. Donc c'est le cas des soins palliatifs, ça va nous permettre de distinguer soins palliatifs pour cancer, pour maladies neurodégénératives, pour insuffisance d'organes, et puis par exemple aussi pour les prises en charge de la douleur, où on va pouvoir distinguer les prises en charge de la douleur musculo-squelettique et puis les autres douleurs hors musculo-squelettique. On a vu que des DCMPP, donc les diagnostics, peuvent avoir un rôle hors des modes de prise en charge pour l'affection dans un GP, d'où l'importance de mettre les DCMPP à leur place. Et enfin, tous les modes de prise en charge qui sont décrits dans le guide méthodologique sont utiles ou utilisés dans la classification pour le GP, pour les GS et pour la lourdeur, puisque le MP25 est également utilisé. Voilà, j'espère que tout va bien. Je continue sur l'expérimentation proprement dite. Donc, elle démarre au 1er juillet. Donc, ça, il faut pas... comment dire? On part du principe que vous allez continuer à recueillir vos données, à les envoyer via le site IPMSI tous les mois. On démarre au 1er juillet, ça nous donne un top pour nous pour dire avant cette date, vous n'aviez pas d'informations, après cette date, vous avez des informations. Mais on vous laisse le temps de monter en charge et de vous approprier la classification et les recommandations. Et voilà, c'était pour se donner un top départ. Bientôt, vous aurez donc le document des recommandations expérimentation à la classification qui va paraître. On a vu qu'on a le suivi via le fil Agora. Je vous encourage à l'utiliser même dès ce soir. En tout cas, même si il n'y a pas de consigne justement sur comment on l'utilise, donc posez vos questions, faites vos suggestions, vos remarques, n'hésitez pas, ça sera notre moyen de communiquer. On fera des restitutions aux établissements, mais pour l'instant, c'est en cours de construction, donc je ne peux pas en dire plus. Il y a un webinaire qui est déjà prévu en octobre. Alors, la date exacte n'est pas tranchée, mais ça sera justement l'occasion, soit en fonction de ce que vous aurez fait remonter sur Agora, de reprendre la classification ou d'aller plus loin dans la classification parce que je n'ai pas tout dit, ou alors de discuter de questions qui reviennent régulièrement. Enfin voilà, tout est ouvert, tout est possible. Utilisez Agora et ce sera l'occasion d'un bel échange en octobre. Évidemment, comme on l'a toujours fait, il y aura des points d'étape, des ajustements entre la TIH et les fédérations. Voilà, il pourra y avoir comment on dit, des ajustements, je trouve pas le mot, mais c'est pas grave. Pour dire, bah, on change les listes de diag, elles sont pas tout à fait correctes, alors on change de code dans certaines listes. Est-ce qu'on crée un nouveau GP? Est-ce que voilà, tout est encore ouvert sur cette classification. On est en phase d'expérimentation. Ce qui est important, c'est de rendre le plus compte de la réalité de la prise en charge des patients. Donc on attend des retours. Et puis, on fera un bilan après un an d'expérimentation pour faire le point de tout ça. Voilà. On va passer aux questions-réponses tout venant. J'espère que j'ai pas été trop rapide et que vous m'avez bien suivi. Bien, écoute, il y a quelques questions. Alors, une première, donc il y avait des questions avant déjà sur l'expérimentation, donc je les avais pas posées parce que justement vous avez en partie des réponses là. Il y a une question sur l'utilisation des codes de la SIM10 avec effet CMA. Auront-ils un effet sur la sévérité?
C'était une première question. Bon, je pense qu'on peut dire qu'effectivement, les codes SIM10 seront utilisés, comme on l'a vu au tout début de la présentation, pour, en fonction des règles, donner des groupes secondaires qui, justement, ont un effet SEMA, hein, donnent un niveau de sévérité. Donc, cette information complémentaire non utilisée pour le groupe principal sera bien utilisée pour faire des effets SEMA. Nous posons un certain nombre de questions en lien avec justement les nouvelles autorisations d'HAD. Est-ce qu'il y a un lien entre la classification et ces autorisations? J'allais dire, ces démarches ont été parallèles, donc elles se sont, enfin, elles ont été réalisées en parallèle. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas de lien direct. On verra après comment la place des autorisations, mais enfin comment ça va, j'allais dire, vivre et être utilisé. Mais en tant que tel, il n'y a pas de lien entre les autorisations et la classification, hein, même si, encore une fois, il y a des points de convergence, hein, le péripartum et les enfants, hein, de moins de 3 ans, puisque c'est c'est un découpage qu'on retrouve aussi, en tout cas une organisation, qu'on retrouve dans la classification. On a une question sur les pathologies chroniques. Alors, comment le modèle va distinguer les pathologies chroniques non découvertes au cours de l'HAD, hein, qui correspondent donc à des antécédents, des séquelles, des maladies, hein, antérieures à la prise en charge donc en HAD, et justement les pathologies aiguës pendant le séjour en HAD. Alors, conformément au guide méthodo, un diagnostic n'est à recueillir que s'il est pris en charge par l'équipe HAD. Donc, dès lors que vous prenez en charge une pathologie, qu'elle soit chronique ou aiguë, elle doit être enregistrée. Si c'est une pathologie, un antécédent fini, il n'a pas lieu de le recueillir. Après, comme pour d'autres champs, la notion de pathologie antérieure à l'hospitalisation ou apparue au cours n'est pas pour l'instant dans le recueil, donc n'est pas dans la classification. Voilà. On a une question justement. Il y a des questions de recueil justement sur est-ce qu'il y aura, est-ce que le nombre de diagnostics à renseigner sera toujours dans les limites actuelles, enfin avec le nombre limité. Eh ben, voilà, comme ça a été dit, il n'y a pas de changement de recueil, hein, donc toutes les règles qui prévalent aujourd'hui prévaleront demain. Voilà, au cours de cette expérimentation. On a une question sur est-ce que les modes d'entrée, les modes de sortie, d'essai notamment, ont un impact sur le groupage, hein, sont pris en compte. Au jour d'aujourd'hui, non. On peut dire qu'effectivement, en MCO, il y a des groupes et des racines qui sont liées au mode de sortie d'essai, par exemple. C'est pas une option qui a été prise pour l'HAD. Donc non, la réponse est non. On a une question autour des logiciels, de spécificité de certains logiciels qui gardent en mémoire des diagnostics, qui limitent. Et donc, finalement, on nous demande si les particularités des logiciels ont été prises en compte. Donc, enfin, non. À ce stade, on est encore une fois dans une phase voilà, de construction d'algorithmes de groupage, dans une démarche d'expérimentation. Les éditeurs de logiciels sont bien sûr associés et tenus informés des évolutions, voilà, enfin, des évolutions, et surtout quand cette classification sera effective, pour effectivement adapter les logiciels aux nouvelles règles quand celles-ci seront arrêtées, définies par le ministère. Il y avait une question autour de l'âge. Quel âge finalement faut prendre, parce qu'on parle d'enfants de moins de 3 ans. Est-ce que c'est la date d'entrée, date de sortie? C'est bien la date d'admission, hein, qui est prise en compte. Oui, c'est Pour, l'âge à l'admission. voilà. C'est l'âge à Mm. l'admission. Voilà, je continue les questions. Il y a une question maintenant que l'HAD est reconnu comme activité de soins soumise à autorisation. Sera-t-il possible de valoriser les diagnostics actes réalisés au cours de l'hospitalisation? Y a-t-il des pistes pour le prendre en compte? Valoriser, Alors, on n'a c'est-à-dire. pas, ça a coupé. Oui. Ah, si c'est valorisé au sens facturation ou valorisation euro,
Je ne sais Non. pas ce que Alors, sous-entend cette question, en fait. par contre, on peut dire que des actes interviennent dans la classif. Il y a certains Oui. actes, effectivement, qui sont utilisés voilà, qui sont classants dans certains cas. Voilà. Donc, par ce biais-là, oui, mais voilà, il n'y a pas, en termes de facturation, comme disait Caroline, non, enfin, c'est pas l'objet de la classification ici. Oui, voilà. De toute façon, on n'est pas du tout dans la valorisation. Il y a un certain nombre de questions sur sur la valorisation. On n'est pas du tout à ce stade dans ces dimensions-là. On est vraiment sur de la description de l'activité réalisée en HAD. C'est ça qui est pour l'instant le cœur du sujet. Et donc, quand il y avait des actes effectivement classants qui pouvaient être marqueurs d'une lourdeur, ils ont été intégrés. À ce titre-là, ils participent. On peut dire qu'ils sont pris en compte, mais ils ne sont pas valorisés en sus quelque part, ou ils ne sont pas pensés pour être valorisés, en tout cas à ce stade en sus. On a un sujet justement aussi sur la valorisation avec les EXH, EXB. Enfin, est-ce qu'on a pensé à ces éléments-là? Encore une fois, j'allais dire, nous évidemment, on les a en tête. C'est pas intégré en tant que tel, mais c'est évident que, en tout cas, ce sera des questions à réfléchir dans le cadre du modèle de financement, puisque la durée est très impactante, ou en tout cas, enfin, il y a des éléments. Enfin, la durée peut avoir un impact sur sur les séjours. J'allais dire même à prise en charge à peu près identique. Hein. Voilà, donc il y aura sûrement un élément de durée à prendre en compte. Une question, cette classification nous permet-elle d'espérer voir disparaître la variable nature de séjour? Enfin, on peut dire Mais je te laisse répondre, oui, bah, Raphaël. on peut dire qu'effectivement, elle n'est pas utilisée. Donc, on verra l'avenir de cette variable, mais effectivement, elle n'est pas utilisée dans la classification. Elle n'est pas utile. Mais elle n'est pas utilisée, mais dans d'autres champs, il y a des variables qui ne sont pas utilisées. Pour Voilà. autant, elles n'ont pas forcément disparu. Donc, ça va être des arbitrages que je ne connais pas. Voilà. On verra. Voilà. En tout cas, enfin bon, c'est un sujet qui restera à discuter. On a une question sur le DP. Que devient le DP dans tout ça? Ça sera peut-être en lien avec notre présentation. Il y a beaucoup de DCMPP qui sont indiqués sur les diapos. Parce que la plupart Ouais. des tests à l'heure actuelle de la mise en route d'une classification, enfin de l'élaboration de la classification, on a fait le choix de prendre DP, des CMPP, du fait, un, de la règle du guide méthodo qui dit que dans la première séquence, le premier des CMPP, c'est le DP. Et deux, que on a constaté que justement certains ne recueillaient pas de DCMPP, d'où mon insistance sur le fait que il vaut mieux répéter plusieurs fois le même code. Comme ça, on est sûr que c'est bien un code que vous vouliez mettre en DCMPP et non pas aller récupérer un DP par défaut. Pour construire la classification, pardon, on a dû mélanger les deux notions pour être sûr de ne pas perdre des séjours dans la construction. Mais tout est possible encore. Est-ce qu'on va le garder, est-ce qu'on va pas le garder dans la classification? Ça va dépendre aussi de l'expérimentation, comment les recueils sont faits. Vincent, ça te... Non, c'est bien. C'est vrai que je pense Oui, sur les diapos, il y avait parfois, on disait, c'est le DCMPP qui est utile. oui, En fait, c'est une approximation parce que le DP est considéré au moins comme un DCMPP dans la tout à classification. fait. Voilà. Donc voilà, DP, DCMPP, c'est très souvent la même chose pour la classif en fait. Même s'il peut y avoir peut-être quelques exceptions locales, je sais plus, j'ai plus en tête, mais voilà. En gros, c'est la généralisation, c'est ça. Bon, on a une question sur l'algorithme et la fin de l'algorithme. Voilà, si aucun choix n'est fait, qu'est-ce qu'il y a? Quid de la fin de l'algorithme? Ben, il y a toujours quelque chose, puisqu'il faut qu'un séjour soit groupé quelque part. Donc il y a toujours un groupe et ça finit, voilà, éventuellement par un Un groupe autre. autre. Voilà, un Voilà. groupe autre qui peut Prise en être, charge. voilà, autre prise en charge qui est là. On a beaucoup de questions justement sur la classification elle-même, la mise à disposition d'une fonction groupage. On sent effectivement peut-être des inquiétudes par rapport ben voilà, finalement à ce changement, passer avec une vraie, on va dire, classification de description de l'activité. Voilà, peut-être bien vous rassurer, hein, on est sur une phase d'expérimentation, donc voilà, y a pas, vous n'avez pas d'outils, de logiciels mis à disposition avec une fonction groupage. Là, on va effectivement l'expérimenter.
Du coup, en lien avec cette expérimentation, il y a beaucoup de questions pour savoir si qu'est-ce qui va être demandé aux établissements. Est-ce qu'il va falloir demander un codage particulier? Est-ce que les DIM ou teams vont devoir coder différemment, peut-être pour aller dans les méta GP ou voilà, est-ce qu'il va falloir faire un travail supplémentaire? Donc la réponse est non, hein, ça a été dit au tout début sur la phase d'expérimentation. C'est vraiment, enfin, l'objectif, c'est de vraiment vous continuer à recueillir l'activité comme vous le faites actuellement. Et c'est nous, c'est côté ATIH, par l'algorithme, qu'on réalisera voilà, tous les groupages. Et du coup, ça fait naître un certain nombre de questions sur la mise à disposition de ces groupages. Est-ce que ce sera sur IPMSI? Est-ce que ce sera par d'autres moyens? Comme le disait Caroline, hein, on réfléchit voilà, aux différentes solutions possibles pour vous permettre d'avoir une information voilà, utile, pertinente, qui vous soit utile hein, justement pour votre appropriation. Hein. Vraiment, notre objectif, c'est que encore une fois, c'est une expérimentation d'un an, donc il faut que voilà, l'idée, c'est que vous puissiez vous en saisir, que vous puissiez nous faire des retours, vous compreniez bien comment ça marche, vous retrouviez bien votre activité justement dans la façon dont elle est décrite, voilà, que ça corresponde bien à ce que vous vivez dans vos établissements et qu'on puisse l'adapter et continuer à la faire avancer. Euh, voilà. Donc, voilà, date de mise à disposition du groupeur, justement, il n'y a pas de mise à disposition en tant que telle, puisqu'on est dans une phase d'expérimentation. Encore une fois, le groupeur, au jour d'aujourd'hui, j'allais dire, à l'agence, et encore une fois, c'est nous qui, qui allons produire et grouper vos bases. Si je regarde rapidement. Tac, tac, tac. Alors, comment ça. C'est pas une excuse pour surcharger le recueil de variables inutiles et redondantes. Non, on est d'accord. On vous demande, encore une fois, on vous demande pas de renseigner plus, surtout inutilement, encore une fois. J'ai une question jusqu'à présent, sauf erreur, un seul acte CCM est obligatoire, celui en lien avec la PCA. Tout à fait. Tout à fait, mais certains, voilà. En fait, euh, on a des actes de nutrition, Mm. des actes de drainage d'épanchement. Voilà, donc on les a utilisés, mais jamais avec la possibilité de récupérer un GP sans ces actes. Enfin, c'est un moyen de trouver vraiment plus finement les informations. Mais si c'est mieux recueilli, on pourra peut-être les utiliser encore mieux. Voilà. C'est plus dans cette perspective-là. Euh, Actuellement, on a une base telle qu'elle est. On permet un groupage avec la classification telle qu'elle est. On se propose d'expérimenter sur un an voilà, en faisant ce qu'il est possible dans les établissements et dans vos équipes. Euh, Si les axes c'est compliqué, vous faites comme d'habitude. Et puis, on n'aura pas d'actes, donc ils ne serviront pas plus. Mais voilà. Oui, justement, il y avait un lien. Faudra-t-il saisir aussi des actes CCM pour les nutritions entérales et parentérales? Ouais. Pour l'instant, on rentre dans le groupe de nutrition si on a l'acte et ou si on a le MPP. Ouais, donc c'est quand même utile pour compléter si on n'a pas de MP de nutrition, parce qu'on a considéré qu'il y avait d'autres MP qui étaient plus importants, et qu'on a quand même fait de la nutrition. Donc du coup, il y aura l'acte dans ce cas-là, et ce sera utile parce que du coup, on va identifier plus de groupes secondaires dans ce cas précis. En disant il y a éventuellement des MP qui ont été codés vont être utilisés pour définir certains groupes secondaires ou groupes principaux en fonction de ce qui est. Et l'acte peut donner ensuite des groupes secondaires de nutrition, par exemple, ou d'autres choses. Donc, c'est toujours utile de coder les deux, effectivement. Je lis la phrase, ce modèle va devoir former des teams, aussi bien qu'en MC ou SSR. Je pense que les effectifs de DIM vont devoir augmenter au sein de chaque structure. Bon, enfin, voilà, c'est vrai qu'il y a
enfin, une professionnalisation, ou en tout cas, c'est sûr qu'une évolution enfin, d'impact du codage, puisque du coup, ça impacte la classification. Donc, voilà, d'où l'intérêt aussi de l'expérimentation, de voir comment comment ça se passe, voilà, oui. ça se passe, et les montées en charge, la prise en main. Euh, qu'est-ce- J'ai une autre question sur sur le financement, hein, sur les arrêtés comptables pour les séjours non terminés. Encore une fois, ce sujet-là, le sujet de financement, il sera abordé dans un deuxième temps. Alors, vous conseillez de doublonner DP des CMPP? DP, DCMPP, s'il y a lieu, oui. Voilà, c'est une recommandation. Et en Comme lien. ça, voilà, on s'assure que on n'a pas pris le DP par défaut, mais que c'était bien le choix. À l'avenir, pourquoi ne pas supprimer la notion de DP en HAD pour maintenir que celle de DCMPP? Ça fait partie des questions Mm. avec nature de Mm. séjour et d'autres variables. Mm. Mm. Euh, une question sur le GHPC. Alors pareil, c'est pas complètement le sujet. Les GHPC ne changent pas. Ouais, Donc, exactement. On me repose des questions effectivement sur la mise à disposition pardon, sur IPMSI. Encore une fois, on va, on verra quelle est voilà, la meilleure solution. Effectivement, à partir des éléments que vous aurez transmis, hein, de vos transmissions habituelles, de voir comment on peut vous faire des ce qu'on comment, peut dire, c'est que le webinaire d'octobre sera l'occasion d'apporter des informations complémentaires à ce webinaire. Et voilà, il est en octobre, donc dans pas si longtemps que ça, donner des nouvelles de comment ça se passe et de où on en est sur les mises à disposition et du comment. euh, j'ai une question. Et dans un an, que se passe-t-il? Le nouveau modèle s'imposera? Point d'interrogation. Eh bien, écoutez, nous serons là en lien avec enfin, comment dire, la classification enfin, est un des maillons du nouveau modèle de financement et de la réforme du financement de la l'HAT, hein, telle qu'elle est, qui est menée donc par la DGOS. Donc, on sera, j'allais dire, nous suivrons collectivement, vous et nous, hein, l'évolution de ces travaux et voilà, on verra bien, j'allais dire, où on en sera dans un an. Euh, et où en seront ces travaux sur le nouveau modèle de financement. Euh, alors, qu'est-ce que j'ai comme question? Euh, un patient très hautement techniqué, par exemple un patient ayant une aisselle à ventiler et nutrition artificielle, n'aura pas de particulière classification. Il peut être en euro ou en bloc 14 et la sévérité et la lourdeur s'en ressentiront, mais cela traduira vraiment la charge en soins. Je suis embêtée parce que si on parle d'une séquence, moi je veux bien qu'on la groupe en direct, mais qu'est-ce qu'il y a en MPP, en DCMPP, etc. Et je veux bien grouper en direct, mais toujours Peut-être. est-il que toutes les informations, comme on l'a montré tout à l'heure, on va avoir un groupe principal, puis toutes les informations qui n'auront pas été utilisées pour déterminer ce groupe principal vont être utilisées pour le groupe secondaire. Donc, à l'heure actuelle, en l'état de la présentation, je je, je peux pas dire que il n'y a pas de sévérité au cas qui a été Ouais. évoqué. Oui, peut-être en lien justement, parce qu'il y avait une grande question de la même personne. Voilà. Et les maladies neurodégénératives ont-elles un traitement particulier? Oui, on a un groupe Voilà. spécifique pour les maladies neurodégénératives, pour les distinguer, et on a un groupe pour les maladies neurodégénératives techniques et non techniques. On a une autre question.
Alors, sur un cancer du pancréas en nature palliative, voilà, le décès, pardon, survient au bout de 3 jours. Le codage est MPP, douleur, MPA, soins palliatifs. D'autres établissements auraient codé donc MPP, soins palliatifs et MPA, douleur. Du coup, pour les mêmes diagnostics, on n'aura pas les mêmes distributions des CMPP, des CMPA. Comment l'algorithme va comprendre que c'est la même chose grâce au Alors en métagé? fait, euh, oui. Le Santal va être toqué en premier, puis les douleurs, et ça va nous donner un état GP qui, quel que soit le sens. Vincent, je sais pas si tu veux Alors, compléter, mais pour moi, c'est la même chose. Par contre, pour la valorisation, c'est différent, puisque ça dépend de ce que vous avez priorisé, pris en charge pendant ce... Pardon. Alors, j'interviens un petit peu. Il Oui, est 16h14. Je ne sais pas combien de temps vous voulez prendre encore. Bon, il faut savoir que nous allons prendre toutes, enfin en tout cas moi je l'ai fait, on va prendre toutes les questions que vous nous Oui. avez posées, qu'Afin n'a pas pu aborder. Et par oui. exemple, ce genre de questions-là, très précises, qui demandent peut-être un petit temps de réflexion à Caroline, on va les regarder et puis on va étudier la manière de vous les restituer sur un canal dont on dispose Hmm. par des exemples très précis de ce type-là. Voilà. Donc, je ne sais pas à quelle heure vous Euh, voulez terminer. Là, il Je vais reste. l'annoncer. On a aussi encore une question là tout à fait pertinente sur les outils qui permettront de comparer le modèle actuel à la nouvelle classification et notamment via Ovalide. Est-ce que Ovalide pourra permettre ce type de comparaison? C'est tout à fait des questions qu'on se pose, donc il faut encore une fois qu'on poursuive dessus. Il n'y a plus énormément de questions. Il y avait une question taquine sur que reprochait-on à l'ancienne classification? Peut-être que ça n'en était pas une, justement. Mais voilà, je pense que c'était une question un petit peu rhétorique, peut-être du collègue qui posait cette question. Voilà, je crois que globalement, enfin, comme le disait Guylaine Robert à l'instant, je pense avoir repris pas mal de questions, mais il en reste sûrement quelques-unes ici ou là, parce que vous en avez posé beaucoup d'un coup à un moment donné. Donc on les a on les a toutes, donc on va pouvoir compléter. Euh, voilà, je ne sais pas si je regarde encore s'il y a des questions complémentaires. Euh, Sinon, écoutez, il nous reste à nous excuser encore une fois pour ce retard, vous remercier de voilà, votre présence, de l'intérêt que vous avez manifesté via les questions. Vous redire qu'on aura voilà, le plaisir de se retrouver à l'automne pour un peu selon le même format, voilà, réévoquer la classification, mais surtout l'expérimentation et avoir avec vous des échanges complémentaires pour voir voilà, si vous vous y retrouvez encore une fois. Notre objectif étant que ce soit une classification qui décrive bien l'activité avant d'être effectivement un outil pour les vecteurs de financement. Bien écoutez, merci à tous et bien, écoutez, bonne prise en main. Nous vous souhaitons une très belle expérimentation et à très bientôt. À très Au bientôt. Pour revoir. terminer, il y a une question sur le Ah, webinaire. ah, Sera-t-il enregistré? Oui, il ah l'est. oui, Et nous le mettrons en ligne sur le site de l'agence au plus vite, en tout cas avant la fin de cette semaine. Voilà. merci Hélène de ces précisions. Merci à vous et merci encore pour votre patience. À très bientôt. Au revoir.